Loman, est-ce qu'il est là? Pas encore, mais il vient. Welcome, everyone. I see the hour is upon us. We have a good group. Au nom de Peace Africa et du Centre de formation à la justice et paix, je vous souhaite la bienvenue à cet événement. Moi, je suis Peter Sensenig. Nous sommes heureux d'avoir nos invités de Tchad. Au moins un invité, l'autre va arriver du volant. We are going to attempt something different this time. We are going to do this in both French and English. And with the help of Christy Harrison, we will have translation as we need it. Mais avant de présenter les invités, je sais que certains parmi nous se connaissent, mais avant de présenter Dr. Lohman, je voudrais ouvrir avec un mot de prière et après je donnerai la parole à quelques instants au modérateur de Peace Africa. So before presenting Dr. Lohman and Dr. Victor Dogo, I think is on his way, I will say a word of prayer and then give the word for a few moments to the co-moderators of Peace Africa. Prions. Dieu, Monsieur miséricordieux, notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis aujourd'hui à travers la distance géographique et contextuelle, mais unis dans notre gratitude envers toi, notre Créateur et soutien. Bénis-nous de la présence de ton esprit en ce temps ensemble et bénis nos frères qui partageront avec nous. Encourage-les et nous tous alors que nous écoutons ce que tu fais pour apporter la paix, la shalom à travers nous, tes enfants. Amen. Gracious God, we give you thanks for bringing us together Amen. Today across the distance of geography and context and unified in our gratitude toward you, our creator and our sustainer. Bless us with the presence of your Holy Spirit in this time together, and bless our brothers who will share with us, encourage them and all of us as we listen to what you are doing to bring peace and wholeness, shalom, through us, your children. Amen. Comme j'ai déjà dit, on va essayer de le faire en anglais et en français, mais ça va demander un peu de patience et sagesse. Mais je voudrais demander d'abord pour qui le français, la langue préférée. Levez la main, on peut voir un peu. And for whom is English your preferred language of the two? OK. Et pour qui n'aime pas beaucoup l'une ni l'autre des deux langues? D'accord. Mais c'est une richesse, une diversité qui est donnée par Dieu. C'est une richesse d'être ensemble dans nos différences. Et je remercie Christy qui va traduire pour nous. En ce moment, elle vient chercher notre fils à l'école, mais elle nous rejoindra bientôt. So we will do this in French and English with the help of Christy, who is out getting our son, Moses, but is about to join us very soon.
Permettez-moi de remercier Mathieu et Tony Krebel du Centre Mennonite de Paris et du Centre de formation à la justice et à la paix pour leur participation à cet événement. Et je donne la parole au pasteur Siaka, oui, il est là, et pasteur Patrick Obonde, les modérateurs pour Peace Africa, pour apporter leurs salutations. Soyez les bienvenus. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants. Et en regardant le nombre de personnes présentes, cela témoigne l'intérêt que les uns et les autres accordent à la question de la paix, surtout en Afrique. Et aujourd'hui, dans le contexte du Tchad, qui est aussi similaire que celui de beaucoup de pays africains. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout un chacun à cette conférence. Et je voudrais particulièrement dire merci au docteur Mourna et à son collègue qui ont accepté de nous entretenir en ce qui concerne la consolidation de la paix au Tchad. Nous avons besoin d'apprendre des uns et des autres pour être des artisans de paix. Et je voudrais également dire merci à toute l'équipe de Peace Africa. C'est une innovation parce que nous avons travaillé différemment dans les temps passés et nous avons eu l'idée de commencer un programme d'écoute, d'histoire, de témoignages qui pourrait aider à nous engager davantage dans la paix en voyant l'exemple des uns et des autres. Donc, je dis un bonjour à Dave, à Patrick et à toute l'équipe. Je vois Tani. Alors, merci à Peter qui a vraiment fait cette proposition de pouvoir écouter nos amis du Tchad. Donc, comme Peter, nous voulons que tous ceux qui pourront trouver également des témoignages, des histoires qui peuvent nous édifier, ces histoires seraient les bienvenues. Donc, voilà quelques mots que je voudrais adresser au nom de notre structure Peace Africa. Que Dieu bénisse le temps que nous allons passer ensemble. Shalom. Merci, Pasteur Siaka. On va faire une petite pause pour faire la traduction en anglais. Un petit résumé, Christy. Yes. Hello, I've just arrived, so I will try to resume what has been said. I would like to thank Dr. Morna and Reverend Dogos for their presentation. We look forward to hearing about the situation in Chad because we believe there are many similarities to other contexts as well. We want to thank you specifically, Dr. Morna and Reverend Dogo, for your presentation. We are want to extend a thank you as well to Peace Africa and for this innovative idea of creating such a network. It's something we have been talking about for a long time, and we look forward to hearing these stories and hope to find we will hear stories that edify us and encourage us in our work as peace builders. Thank you. Reverend Obonde, would you like to give a word?
We need your microphone. Yes. Greetings, shalom, shalom. Mine is to welcome all of us to this space. The vision for Peace Africa is to enable us to have this shared space and be able to share our stories of peacemaking and use education as a means that to enable us to address the perennial problem of conflict and violence in our continent. I think, I believe, I'm not very good in French, but I believe Reverend Siaka has already shared the depth of what I would have said. Otherwise, feel welcome. We look forward to having the first experience of this vision of shared space and telling our stories of peacemaking. Merci. Bienvenue à tous. Notre vision ici à Peace Africa, c'est d'avoir un lieu commun de partage, un lieu où nous pouvons partager nos histoires, nos expériences de consolidation de la paix. Nous avons une concentration aussi sur l'éducation des jeunes, surtout en réponse à cette augmentation de violence que nous voyons dans nos contextes. Donc, merci beaucoup et soyez tous les... Merci. Nos invités sont du Tchad. D'abord, Pasteur Victor Dogo du département éthique, paix et justice de Emet en temps des églises. On a essayé de Sia Loman de la faculté, doyen de la faculté évangélique Shalom. Bien à propos cette réunion, Fates à Tchad. Our two guests today from Chad are Reverend Victor Dogo of the Ethics, Peace, and Justice Department of Emet. Emet is the umbrella under which all of the evangelical churches and missions in Chad operate. And Dr. Morna Isaiah Desia Loman, who is the Dean of the Evangelical Seminary Shalom, Fates, in N'Djamena. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer par quelques questions auxquelles nos présenteurs répondront. Et après cela, nous voulons avoir une discussion. N'hésitez pas donc à poser vos questions à ce moment-là ou à tout moment en tapant une question ou commentaire dans le chat. Vous voyez le chat au fond de l'écran, de votre écran. We're going to begin with a couple of questions to which our presenters will respond. And following that, we want to have some discussion. So feel free to bring your questions at that moment by unmuting and just speaking, or at any moment, starting now, using the chat that you will find at the bottom of your screen. So I think we'll begin with the question, quels sont les défis majeurs auxquels le Tchad est confronté à ce moment? Dans quel domaine le rétablissement de la paix est-il particulièrement nécessaire? What are the major challenges facing Chad at this moment, and what areas do you see peacemaking especially needed, especially important? We await your responses in whichever order. Yes, Reverend Dogo. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, pour le Tchad, c'est vrai, le pays a connu des difficultés auparavant, une quarantaine d'années de conflits, de guerres. Dans l'histoire, vous le connaissez.
Mais le pire, c'est que le 20 avril 2021, la mort du président du Tchad au combat que vous connaissez, alors ça a suscité des biens de mots, ça a créé une certaine confusion totale où non seulement il y a beaucoup de manifestations politiques, mais il y a aussi des conflits communautaires. Récemment, vous avez suivi au nord presque 200 personnes qui ont été massacrées et un peu au sud, entre les éleveurs et les agriculteurs d'un côté, il y a des conflits, mais il y a toujours des morts d'hommes, 20, 21 et un peu partout. Ça a commencé en janvier, en février et récemment au mois de mai. Et ça, c'est des domaines où on n'arrive plus, disons, à contrôler. Et, on va poser un peu pour la traduction, s'il vous plaît. Oh, très bien, ok, d'accord. Bon, allez-y. Vas-y, Christy. So Chad, as you may know, has had many challenges, namely 40 years of conflict and war. But the most pressing issue, the biggest issue we have been facing is that on April 20th, 2021, the death of our president on the battlefield. And this death has created a lot of confusion, a lot of chaos, and more specifically, we've had many political protests, but also we've had communal conflicts, especially in the north. So we've had up to 200 deaths and conflict between agriculturalists and You were suddenly muted, Christy. Oh. We heard agriculturalist. So there's I think her connection may be a bit difficult. Yes, go ahead, Christy. So the big issue has been since January, these conflicts happening within our communities, especially in the north, where there has been 200 deaths. And the conflict has been primarily between agriculturalists and pastoralists. Allez-y, Pasteur. Okay. Merci. En plus de cela, s'ajoute le conflit dans le milieu scolaire, particulièrement cette année. Il y a eu presque 2 ou 3 élèves qui ont trouvé la mort entre les élèves. Il y a 2 professeurs qui ont été aussi poignardés. Donc, particulièrement dans le milieu scolaire, entre élèves agriculteurs et les manifestations politiques entre les partis de la société civile, ça crée une situation où il y a l'insécurité, on sait où on va. Ça, c'est un peu dans la généralité que nous connaissons aujourd'hui. Tout le monde, disons, a peur de lendemain par rapport, disons, au conflit. Et récemment, j'ai été reçu par une autorité, elle me disait que les manifestations qui ont commencé maintenant, c'est assez grave parce que les gens ne respectent pas l'itinéraire et c'est compliqué. Et puis parfois, les manifestants n'ont pas peur des policiers et parfois ils sont aussi armés et on ne sait pas si ça continue, qu'est-ce que ça peut arriver. Et le gouvernement était obligé de prendre la décision d'arrêter les manifestations par force. Et donc, on est dans cette situation de tension en ce moment-là. Christy? So, in addition to these conflicts in the north, we've also seen an increasingly tense situation in our education system. We've had conflicts among students, 2 to 3 students who have died and 2 teachers who have been stabbed. Many people fear for what this means for our future.
I recently heard from someone in authority that these protests are getting worse. We're not really sure what will happen with them. Our government has made the decision to stop protests, to use force to stop the protesters, because the protesters have become increasingly, it's increasingly difficult to know what will happen in these protests. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Dr. Lohman, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, il y a juste un élément. Ah oui, d'accord. Oui. Juste un élément. Et puis, vous connaissez, depuis le 13 mars 2022, tous les politico-militaires avec la délégation de gouvernement se trouvent à Doha, au Qatar, pour trouver une solution. On pensait que c'est une situation qui peut prendre 10 jours, 15 jours ou un mois. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ne sont pas arrivés à des conclusions. Donc là également, toute la population du Tchad attend également les conclusions de Doha. Et les positions sont diamétralement opposées. Et les opposants militaires semblent soutenir également les manifestants. Et donc, ce qui crée une situation d'incertitude. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici. Peut-être que le docteur Mourna Isaï pourrait ajouter autre chose. So we also have the situation that since March 13, there are peace talks that were to be happening in Doha between the different factions. We originally thought that these peace talks would take maybe 10 to 15 days to resolve the issues, but we are still waiting for concrete answers. The different factions are diametrically opposed, and we are just not sure what solutions will come from this. We are still waiting for answers. Dr. Lohman, bienvenue. Le micro est déjà coupé, toujours. Non, on ne vous entend pas. Il faut découper le micro. Pas encore. Ah oui, c'est ça. Ça peut aller? Oui. Bien. Je crois que la situation telle qu'elle se présente au Tchad, c'est quand même une grande question. Parce que ça fait une interpellation pour toute la communauté tchadienne en général et la communauté religieuse en particulier. Cette situation semble être vraiment pertinente parce qu'à plusieurs reprises, on est en train de tendre vers ce qu'on appelle le dialogue inclusif, national inclusif. Mais ce dialogue, on ne réussit jamais. J'avais pensé que mon frère Dogo devrait un peu légèrement, brièvement parler de ce dialogue avant que je puisse compléter les... Je lui donne la parole pour qu'il complète ça et puis je vais dire 2-3 choses après ça. Dialogue. Okay. Ah, d'accord, merci. Let me just translate. So this situation has created some big questions for us, for the whole population in general, but also specifically for our religious population. We are looking for towards an inclusive dialogue, but are still waiting for this dialogue to be conclusive. OK. Oui. Voilà. Allez-y, Reverend Dogo. Oui. OK, merci. Merci, docteur, pour le rappel. Naturellement, vous savez que le gouvernement de transition a voulu organiser le dialogue national inclusif pour traiter tous les problèmes
du Tchad en vue d'arriver aux institutions légales démocratiquement élues avec un régime démocratique. Et là, les pré-dialogues ont commencé, c'est-à-dire que dans les différentes régions, même pour les Tchadiens de l'étranger, et les conclusions de ces pré-dialogues sont ramenées au niveau du comité d'organisation, mais on attendait le pré-dialogue pour les politico-militaires, c'est-à-dire que c'est, entre autres, qui ont causé la mort du président au combat, et dialoguer sans les politico-militaires, ça veut dire qu'on va trouver des solutions partielles. Alors, le dialogue national inclusif a été fixé par le président le 15 février 2022. Ça a été reporté au 10 mai 2022. Et maintenant, ça doit, c'est-à-dire que le pays hôte qui accueille le pré-dialogue, qui dit non, on ne met pas la pression, qu'on leur donne le temps. Donc, c'est le Qatar qui a demandé le rapport. Mais ce rapport est à une date ultérieure. Ça, c'est un sujet d'inquiétude. Mais le pré-dialogue qui devrait arriver à des conclusions pour tenir les dialogues là, le pré-dialogue continue. Donc, à l'heure où nous parlons. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Mais sinon, tout le monde s'attend à ce dialogue pensant trouver des solutions définitives au problème du Tchad. Mais le pré-dialogue tarde à finir. Et sans le pré-dialogue, le dialogue national inclusif, on ne peut pas se fixer la table. Donc, voilà un peu la situation relative au dialogue. Et je vais laisser le docteur Morna pour compléter d'autres aspects de ce dialogue-là. Merci. So there has been plans for an inclusive national dialogue that would include all of the different parts of the government, and there's been a pre-dialogue that is happening now, currently happening in the different regions, including some Chadians outside of the country, but they have not come to some definitive conclusions in those pre-dialogues. There's the politico-military faction who has caused the death of the president, and so any dialogue that does not include them or that does not address this would be an impartial. Any solutions that does not involve them would be incomplete. So the dialogues were supposed to happen on February 15, 2022, and then they were moved to May 10, and then they've been moved again. So even though they have not had the official dialogue, the pre-dialogues are currently taking place. Bien. Merci pourquoi j'ai demandé que le pasteur Victor reprenne cette partie, parce que ça fait partie intégrante de la préoccupation des Tchadiens. Je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement les Tchadiens de façon générale, mais ça affecte aussi les religions. Chose aussi assez importante, c'est que dans la composition de ce comité d'organisation de dialogue national inclusif, des hommes de Dieu ont été associés à différentes commissions, et particulièrement le secrétaire général de l'EMET et quelques personnes cibles, c'est-à-dire des cadres chrétiens qui occupent une position assez importante. Ils sont dans les commissions. Mais maintenant, ce qui revient au niveau de l'Église, c'est qu'on se pose la question, où allons-nous? Parce que c'est fondamental, parce que vous ne pouvez pas comprendre que, comme il a décrit, j'ai voulu qu'il résume un peu de façon globale la situation dans laquelle nous vivons et les pochettes dans lesquelles le Tchad est en train de ressentir la difficulté. Alors, à ce titre-là, ça nous donne ici l'impression
nous sommes en train d'aller à la dérive. Si le mot n'est pas, si le mot est très fort, mais je l'emploie à sa juste valeur. Je lui donne le temps d'expliquer un peu et je continue. De traduire. Yes. Ou bien je peux continuer et puis tu... Je traduirai, oui. So these dialogues, as I've said before, they are affecting religion as well. So several men of God have been involved, have been asked to represent different factions, including the president of EMET and other leaders as well are on this commission. But the big question that we are all asking ourselves is where are we going with this? And these dialogues are also affecting Chadians in very personal ways. OK. L'aspect sur lequel nous trouvons vraiment difficile, c'est comment consolider les gens. Pendant qu'on arrive, on négocie la paix. Quand il y a un petit conflit, il a cité un peu au nord, un peu à l'est du pays, au sud du pays. C'est presque dans toutes les régions du Tchad. Mais pendant que les gens viennent pour qu'il y ait paix, alors c'est en ce moment seulement qu'on se rend compte que c'est juste une manière d'endormir les gens. C'est des êtres humains, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Demain, tu tues, tu reviens, et puis tu dis non, non, ça va, on va leur demander pardon. Et puis demain, on tue, et puis demain, on revient, on dit on va leur demander pardon, ça va passer. Mais c'est comme, à mon avis, c'est comme quelque chose de construit, quelque chose de mûri, quelque chose entretenu. Parce que je le dis de la manière dont je ressens dans la vie de plusieurs régions, dans la vie de plusieurs populations dans ce pays. Mais il me semble, comme je le répète, c'est plus ou moins un petit. Mais le vrai problème en ce moment que nous avons, c'est plus une question tribale. C'est plus régional, mais c'est plus aussi ethnique. Tous ces détails reviennent à dire que, bon, dès qu'on ressent qu'il y a un problème dans ce domaine-là, on pense que c'est de l'autre côté, mais ça arrive. Bon, en communauté tchadienne, nous disons que, bon, mais finalement, le conflit est généralisé. Alors, c'est la raison pour laquelle on se pose la question, où allons-nous? Je l'avais dit tout à l'heure au départ, où est-ce que nous allons et comment nous allons terminer. Alors, maintenant, comment faire? Bon, là, en tant qu'enfant de Dieu, comment faire pour consolider? Comment faire face à ce défi? C'est une situation assez préoccupante. J'aurais souhaité que le département éthique, paix et justice puisse revoir la question, la préoccupation actuelle et engager des formations, non, même si ce n'est pas des formations, des séminaires, exclusivement sur la paix. C'est vrai, les gens en parlent, mais ce n'est pas vraiment là. La paix, là, c'est une question, c'est d'abord individuel. Et la paix exige un changement du cœur. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un comme ça, demandant la paix. Non, 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 non. Il faut d'abord qu'il accepte, parce que c'est interne. Si son interne n'est pas vraiment déterminé, vous pouvez beau faire, mais le conflit va toujours être. Cette situation, dire pourquoi nous sommes en train de vivre. Vous voyez, en parlant, nous vivons un processus historique. En commençant par le premier président qui a géré en son temps et comment il a géré, comment le Nord a apprécié et comment le Sud a apprécié.
après lui commençaient certains conflits, des conflits de générations, des conflits qui ont commencé déjà par les régions, disant que l'autre nous a fait ça, l'autre nous a fait ça. Mais quand l'autre est venu, imaginez avec l'arrivée du troisième président, Hissène Habré, bon, vous pouvez imaginer la scène. Et ensuite, Déby, et ainsi de suite, maintenant. Là. Alors, pour beaucoup de Tchadiens, c'est que tant que tel que ça se présente, il n'y aura pas la paix. Parce que il y a un grand jeu quand même qui se fait derrière, que nous ne comprenons pas et qui nous échappe. Parce que les Big Brother sont les grands pousseurs, les grands destructeurs de nos pays. Et là, vous allez le ressentir dans tous les aspects. Même au niveau des églises, on se pose la question, mais que faire pour résoudre ça? Alors, je remets le tapis, je remets le problème sur la table de l'éthique, paix et justice pour réorganiser au besoin un séminaire. Parce que là, telles que les situations de conflit se sont présentées, on demande un dialogue national inclusif qui ne vient jamais depuis février. Et les gens sont là. Et l'argent est en train de se dilapider. C'est le bien du pays qui est dissipé. On n'arrive plus à maîtriser. Et alors, le peuple est en train de souffrir d'une autre manière. Est-ce que je peux me permettre de commencer à traduire? Oui. OK. You can... Il y a beaucoup à traduire ici. Et ensuite, je vous laisse continuer. Oui. Ou bien je continue? Donc, je traduis d'abord. OK. Oui. Donc, ce que mon frère parlait de... nous avons donc ces petits conflits que... we need it in English. Oh, I'm sorry. So yes, we have these conflicts that pop up in different regions, and then there's some kind of negotiation that follows it. But we feel like this is a way of just putting us to sleep. It's a quick answer, but we ask ourselves, how do we live in this situation? We feel like there are those who kill, and then the next day they come and ask for negotiation, and we negotiate, and then the next day there is more killing, and then we come back and negotiate, and it feels like there is a pattern that continues. The problems are surrounding tribal issues. They're regional, they're ethnic, but the conflict is also general around the whole country. And we keep asking ourselves, where will this end? Where are we going? But especially what we should do, how we should respond as children of God. And because peace requires a change of heart. In order for us to choose peace, for the other to choose peace as well, we must accept an internal change within ourselves. And so this is something that we are calling on the Ethics, Peace, and Justice Committee to bring us seminars teaching on peace as the church. There's been a historical process starting with our first president and how he relates and how people in power relate to those in the North and to those in the South. And these patterns have continued up through our third president. And for many of us Chadians, we also feel that there are actors outside of Chad, actors beyond our control that are involved, and we're not sure how we can have peace without being able to fully understand those outside actors. So I challenge the Ethics, Peace, and Justice Committee to organize seminars on peace building. Je pense que Dr. Lohman va continuer un peu, mais on est déjà passé un peu dans la deuxième question. Comment vous et votre organisation avez-vous répondu à ces défis? À quoi ressemble la consolidation de la paix pour vous? Et
on a aussi une question dans le chat. Qui sont les big brother? Donc, we can also continue with this discussion, but passing also into the second question, how have you and your organization responded to these challenges? What does peacemaking look like for you? So welcome to continue, Dr. Lawman, and then Reverend Dogo. OK. En tant qu'organisation, nous sommes une institution qui forme les théologiens, qui forme les servantes et les serviteurs de Dieu. Ce que nous pouvons faire de plus spécifique, parce que plus en ce moment nous faisons ce qui est théorique, mais de façon spécifique, c'est d'organiser des séminaires. Alors, ce séminaire, s'il faut l'organiser, on peut l'organiser au niveau de l'université, invitant toutes les églises, ou alors demander le département de l'éthique, paix et justice de coordonner. Ça, il y a deux possibilités. Ça, c'est au moins une, parce que vous savez, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est blessé dans son fort intérieur d'accepter si facilement le pardon de son prochain. Même il vient malgré lui. Donc, c'est pour dire que la situation est presque difficile à avaler. Difficile à avaler. Parce que quand vous lisez seulement dans les pensées des gens, vous allez vous rendre compte que le pays va mal. Mais où allons-nous? C'est ça que j'ai dit, la seule option en tant qu'organisation, c'est de repenser. C'est-à-dire amener l'Église à s'accepter, c'est-à-dire les chrétiens qu'ils s'acceptent, accepter Dieu même nous a aimés. Ça, on aurait peut-être, si on arrive à mobiliser les chrétiens, à convaincre les chrétiens dans un séminaire de tout pardonner et d'épancher le cœur et de demander pardon. Je pense que ça serait un point de départ pour la paix. Sincèrement, pardon, ce n'est pas à dire que bon, mais on a tué mes parents ici, on continue à massacrer ici, ce n'est pas ça. Ça dit qu'il faut que le noyau chrétien là, se retrouve et qu'il demande pardon. Et lorsqu'on aura pris l'initiative de se pardonner sérieusement, aller vers Dieu maintenant, qui est le prince de paix, afin qu'il puisse lui-même toucher nos cœurs au travers de nos cœurs et pencher le cœur des autres. Donner l'occasion aux autres de se pardonner mutuellement. Aujourd'hui, le pardon est devenu un jeu d'enfant. Parce qu'on dit, bon, mais pardon, salam, ça. Bon, mais ce n'est pas ça. C'est une chose assez profonde. C'est intérieur. Mais si je vous dis pardon de ma bouche, vous m'avez choqué de ma bouche, je vous dis simplement pardon, je n'ai pas résolu le problème. Dans mon cœur, je reste convaincu. Mais là, même les prières ne peuvent plus tenir. Ça, c'est un. Deuxième. Est-ce que je peux traduire? Oui. Right. Je traduis d'abord la première remarque. Right. Okay. So we are an institution that trains theologians, that trains servants of God. And what I see that we could do specifically is to organize seminars at the university level and invite churches to participate. So this could be done either at the university or through the Ethics, Peace, and Justice Committee. When there are deep wounds, it's hard to extend forgiveness. And we as a church need to come together. We need to learn how to accept each other, to accept God's love, God's forgiveness, and to mobilize as Christians towards forgiveness. Not a cheap forgiveness where we forgive and then we continue in cycles of violence,
but we need to extend a forgiveness where we take initiative to extend forgiveness to others. And for it to be not just a flippant forgiveness, but something that is truly sincere. Bon, je crois que je peux laisser la parole à Victor de compléter. Oui, Président. Et s'il y a un élément nouveau que je vais ajouter vers la fin. Inch'Allah. Aïe. Je dis que... À la plateforme. Aïe. Lorman, c'est vous qui avez utilisé le terme Big Brother? Oui. Oui, ça veut dire quoi? C'est la question. Non, mais le Big Brother, c'est quelque chose qui est connu de tous. Nous appelons le Big Brother, c'est ceux qui nous colonisent. Les Big Brother sont les colonisateurs, ce sont ceux qui dirigent le pays, parce que chaque pays est dirigé par une colonie, quelqu'un. Donc, c'est tout ce mélange-là. Vous voyez, quand il y a une réaction, non, là, ça va. Les uns pensent que non, ça c'est l'affaire de la colonisation, les colonisateurs. Non, ça c'est l'affaire de tel. Et puis ça crée énormément de problèmes. Donc la réalité est là. Donc c'est pourquoi je dis que pour y arriver, vous voyez, c'est la raison pour laquelle Qatar, jusqu'à là, imaginez depuis quelle date il vous... So what I mean by... venir pour 10 jours. Ils sont continents pour parler. Ça va faire 2, 3, 4 mois, je ne sais pas. Bon, je remets la parole à Victor de compléter certains éléments. Je traduis juste ce que vous avez dit. What the term Big Brother in this instance is referring to our colonizers and the history of colonizers who are still involved. Reverend Dogo, bienvenue. OK, merci. Je crois qu'il faut jeter un coup d'œil dans le passé pour apprécier le présent et envisager le futur. Je crois que depuis la guerre de 12 février 1979, le pays était politiquement divisé en deux. Les nordistes n'acceptaient pas les sudistes n'acceptaient pas les nordistes, les chrétiens et musulmans, il n'y avait pas de contact. Mais grâce au MCC, Comité central ménonite, qui avait aidé à partir de 2008 réunir les leaders musulmans, chrétiens, catholiques, protestants, se retrouver non loin de N'Djamena pour réfléchir ensemble. Et progressivement, cette retrouvaille a donné l'union de 3 grandes confessions qui a été sanctionnée par le décret 1341 du 18 novembre 2011, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont acceptés, les nordistes sont acceptés, et le département éthique, paix et justice a organisé plusieurs formations sur la culture de la paix, la gestion des conflits, la cohabitation pacifique sur l'ensemble du pays. Peut-être une centaine. Et aujourd'hui, je crois que si je peux aller librement dans la mosquée et que le projet de conseil islamique, je peux également diriger, je crois que l'acceptation là, ça a dépassé la période antérieure. Ça, l'éthique peut la faire parce qu'aujourd'hui, même si vous me demandez de convoquer 500 imams à N'Djamena, par le téléphone, ils vont venir autour de 500, ce qui avant ne se faisait pas. Et si aujourd'hui on dit non, on peut organiser, ça peut s'organiser. Maintenant, le plus grand problème, c'est pour faire face à cela, on a dépassé les niveaux de leaders religieux, les niveaux de jeunes, les niveaux de femmes, parce que c'est que les PJ, l'éthique justice faisait. Formation des leaders religieux, le prêtre, les imams, il n'y a pas de problème. Il y a des comités interconfessionnels qui sont mis dans les régions, formation des femmes, formation des jeunes. Mais à l'heure actuelle, il y a 3 points que je trouve importants.
C'est-à-dire organiser, comme le docteur Moon l'a dit, un forum au niveau de l'opposition, au niveau des partis au pouvoir, au niveau des syndicats ou sociétés civiles par rapport à la culture de paix. Ça, c'est un aspect très important parce qu'on n'a pas fait ça. Deuxièmement, la rencontre entre les éleveurs et l'agriculture est en quelque sorte un atelier de réflexion avec les agriculteurs influents, les éleveurs influents dans une localité pour peut-être une semaine de réflexion pour qu'on trouve une solution à cela parce que personne ne tire profit. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, c'est la sensibilisation dans le milieu scolaire. Parce qu'en ce qui concerne les problèmes ethniques, les problèmes de religion et tout ça, on a un autre niveau maintenant parce qu'il y a la plateforme qui a dans presque toutes les régions et qui collabore. Je pense que là, si on jette un coup d'œil dans le passé, je ne peux pas aller à la grande mosquée pour des réunions avant. Non, c'est impossible. Et si même tu portes le boubou comme un musulman, c'est difficile que tu sois accepté au sud du pays. Mais là, je pense qu'on est à une autre étape. Et l'étape, comme il a dit là, de ces éléments-là, au milieu politique, au milieu éleveur agriculteur. Et c'est ça le problème majeur, qu'il faut organiser vraiment les ateliers. Ce n'est pas de formation tout simplement théorique, parce que si tu as une connaissance, mais si tu n'es pas accepté par l'autre communauté, qu'est-ce que tu peux dire si tu es rejeté? Alors, je crois qu'il faudrait organiser des ateliers où il y a les groupes opposés pour réfléchir par des facilitateurs neutres et qui maîtrisent les deux sujets. Et je crois qu'on pourra amorcer certaines situations. C'est vrai, il y en a qui vont comprendre vite, il y en a qui vont comprendre lentement. Il y a une minorité qui va aussi rejeter, va rester dans sa position classique. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ce que je pourrais ajouter. Je suis d'accord à des zones d'organisation, mais si on pense 20 ans en arrière ou 30 ans, non, on était très loin, on ne pouvait même pas collaborer. Alors là, aujourd'hui, on a quand même dépassé ce stade, il faut vraiment dire, mais on doit aller plus loin. Voilà ce que je pourrais dire dans ces domaines précis, là, les 3 domaines. Si je me permets de commencer à traduire, Reverend Dogo was saying we need to first look in the past to see where we've come at this point. If we look back to starting with the war in 79, our country was completely divided between those in the north, those in the south, between Muslims and Christians. And we, as divided groups, we could not talk to each other. We could not convene. The divisions ran deep. But then the Ethics, Peace, and Justice Committee, thanks also to the help of Mennonite Central Committee in 2000. Eight. 2008 was a Protestant Catholic. I think Christy, are you still there? I think the connection. Christy, are you there? Okay. Vous pouvez continuer un peu, Pasteur Dogo, et ouais. elle va reprendre. OK. Alors, donc, pour moi, là, on est quand même arrivé, on n'est pas arrivé au but. Les défis sont là devant nous. Et ces défis, comme il a dit, la situation qui vient s'aggraver actuellement, c'est comme si ça augmentait la tension. Et cette tension augmentée, ce n'est plus ce qu'on avait connu avant, chrétiens, musulmans, nordistes, sudistes, mais c'est plutôt maintenant, c'est pour les intérêts politiques, pour les intérêts économiques, et c'est d'autres cibles. Et là, ça demande, comme je l'ai dit, une réflexion profonde
au niveau des hommes politiques, des syndicats, de société civile, ce qui est différent. Aujourd'hui, un musulman ne peut pas dire « Ah, le pasteur est mauvais ». Le pasteur ne peut pas dire « Non, l'imam est mauvais ». On a dépassé déjà ça. Et puis, la violence qui surgit au niveau scolaire, ça, c'est une autre chose. Avant, ce n'est pas comme ça. Mais à partir de 2022, c'était trop. Où un élève tue un enseignant, tue son élève récemment, c'est quand même une nouvelle tension qui augmente et qui rend la situation difficile. Et ça nécessite une intervention. C'est pourquoi l'entente des églises avait lancé les semaines de prière jeunes, parce qu'on a vu que, comme le docteur Mouna l'a dit, on ne sait pas où on va. Mais c'est quand même une situation, disons, exceptionnelle et qui demande des mesures exceptionnelles. Ce n'est plus le problème, ce n'est pas des solutions antérieures, c'est des solutions actuelles. Et c'est là où il faut maintenant revoir. Et moi, personnellement, je résume en ces trois domaines-là qu'on doit passer. Le milieu politique, parce que c'est là le problème. Même si le problème éleveur agriculteur, il y en a sur le terrain, souvent c'est orchestré, sinon incité, parce que les éleveurs, parfois, ce n'est pas les vrais éleveurs. Ils ne gardent que les troupeaux des hommes politiques. Donc, c'est eux qui tirent. Donc, le parapluie là, on a perdu Révérend Dogo un peu, mais on a des questions dans le chat, questions pertinentes. Et notre frère Paul Ligonde a pris, j'ai l'impression que l'Église du Tchad n'a pas assez d'autorité morale pour influencer la paix. Est-ce que l'Église elle-même n'est pas infectée par le même flot que Dr. Lohman déplore en parlant de conflits d'ordre tribal, régional et ethnique? Et Reverend Dogo ajoute quelques éléments aussi à cette liste. Je ne pense pas que le séminaire au niveau de la faculté de théologie résoudrait la racine du problème. Quel est votre point de vue? Est-ce que si Reverend Dogo n'est pas avec nous, pas encore, Dr. Lohman, vous pouvez répondre à cette question? Est-ce qu'il est là? Non, on a perdu tous les deux. Donc, Peter, est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Ouais, bon, je suis Follet, je parle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je crois que le sujet qu'on est en train de traiter ici, c'est une situation un peu générale dans beaucoup de pays en Afrique centrale. Vous allez en Centrafrique, en République démocratique du Congo, où je suis, vous allez au Rwanda, au Burundi, un peu partout, c'est un sérieux problème. Et je crois que, comme j'ai indiqué dans mon message, il est temps maintenant pour les facultés de théologie de pouvoir s'engager dans des recherches vraiment profondes, de sorte à ne pas traiter les superficiels, parce que parler de shalom, la paix, c'est facile. C'est comme venait de dire Révérend Dogo. Je crois qu'il y a des raisons profondes qui ne sont pas nécessairement étalées. Alors, je crois que si on n'arrive pas à traiter de ces éléments-là, ça sera difficile. Et aussi l'aspect de l'autorité morale de l'Église. Si la même situation que connaît le pays se retrouve au sein des églises, et là, vous comprenez qu'on devient faible. On n'a pas l'autorité morale pour pouvoir engager les gens dans une quelconque
un quelconque processus de paix. Je crois que c'est une situation très, très, très difficile qui ne doit pas se limiter au niveau des séminaires. Vraiment, on doit faire des recherches approfondies. J'ai suivi le Révérend Dogo parler des causes économiques, politiques, de tout ça. Et, bon, quand il y a conflit entre les éleveurs et les agriculteurs, hein, alors, ce n'est pas nécessairement question des tribus. Je crois que là, il y a un problème d'intérêt des terres et ainsi de suite. Je crois il faut y penser. C'est ça mon intervention. Je pense que ça peut donner l'occasion même au centre justice et paix d'y penser aussi quand on organise les curriculums pour la formation. Merci beaucoup. Thank you. Yes, Brother Ligunda is posing the question of whether these problems that have been identified are actually at the heart of the way that the church has been thinking, and whether these problems of the divisions run so deep within the church that we need to address it there, first of all, and that the role of a theological faculty might be to do research into more profoundly into these elements that are contributing to the conflict, which he has added have been, we can see similar kinds of dynamics happening in other parts of the continent. Christy, you were in the middle of translating Reverend Dogo, who I think is also back with us. Yes. So if you want to pick up where you left off, and we will also continue responding to Brother Ligunda's question. Go ahead, Christy. To continue translating, correct? Yeah. With what? So if I remember correctly, that we were talking about this history with MCC, Mennonite Central Committee, of bringing together Muslims, Protestant, and Catholic. And through this, they've been able to host hundreds of trainings on peace building, on developing a culture of peace. So that now, contrary to the way things were before, they can go into a mosque, they can have dialogue with people across faiths. And so if they want to have a gathering, they can, call a few people and get together 500 imams and have an interfaith gathering. This is something that would have been unheard of before, but through that work, they have been able to do these trainings. There's trust that has been built in these interfaith gatherings. And then Reverend Dogo spoke about three main points that he found very important moving forward. One would be to organize forums on developing a culture of peace at a political level. So this would need to happen within the different syndicates. And then the second would be bringing together the pastoralists and agriculturalists to have talks together. This could be for like a week or more, but to really bring those opposing sides together to work through things. And then finally, the third point would be to do trainings in schools. So to be addressing issues of peace building and developing a culture of peace among students. And so these workshops need to not just be theoretical, but really bringing together people from opposite sides of these conflict and coming up with solutions together. Yes. Thank you for the translation. Dr. Lohman a dit qu'il a perdu l'électricité. Il a la faculté de théologie, il n'y a pas d'électricité à ce moment. Donc, on va continuer avec notre groupe et avec Reverend Dogo. Oui. D'accord. Allez-y, Reverend Dogo. Bon, en fait, pour moi, ça, c'est un peu, en résumé, c'est les défis que nous avons. Et puis, la possibilité de solution, c'est ce qu'elle vient de traduire. Et puis, la mobilisation de la prière, on est en train déjà de le faire sur l'ensemble du pays.
Je crois que c'est un peu ça. Sinon, on a fait beaucoup de pas déjà par rapport à la division qui existait avant. Et là, je pense que ce sont des acquis qu'on ne peut pas les oublier. So we've come a long way already. We are at a different place than we were before, in that we can have these gatherings, that we can have these workshops, but an important piece also is that we need to mobilize in prayer for the situation for our country. So we're not at the place where we were before. We've made some steps, but we also need to be in prayer. Merci. Je pense que c'est le moment où nous pouvons poser les questions, Pasteur Dogo, et quelques commentaires, discussions parmi nous. Je sais qu'il y a des personnes, des gens présents ici qui ont passé des temps au Tchad, comme Gilbert, comme David Sommer, et je pense qu'il y a des autres aussi. Donc, soyez les bienvenus à poser les questions, les commentaires. Ils sont les bienvenus. Comme nous attendons, j'ai une question sur le rapport entre le musulman, les chrétiens à ce moment. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant ou ça est devenu un peu plus facile à faire les relations entre les deux communautés, les évangéliques, les protestants et les musulmans? Là, je pense que les relations, je peux dire, sont à 85% bonnes. Pourquoi? Quand l'église baptiste a été saccagée à Abéché, c'est-à-dire à l'est du Tchad, l'église n'a pas saisi le gouvernement. Le SG de l'Émet a été saisi, et quand le SG de l'entente a été saisi, il a appelé le président du Conseil supérieur des affaires islamiques pour dire voilà la situation qui s'est passée. Et lui, il a dit, pasteur, dors tranquille. Ça, ce n'est pas de l'islam, ça, c'est le terrorisme. Et il a appelé à Béché pour dire que voilà, vous avez des mosquées au sud, vous avez des mosquées partout. Prenez les dispositions pour mettre fin à cela parce que ça, ce n'est pas de l'islam. Donc, grâce à cette relation, la situation a été réglée. Deuxième exemple, à Kélo, les codes des assemblées chrétiennes, à cause du logo avec la Bible et puis la croix, il y a des enfants musulmans qui ne veulent pas aller. Et le préfet, qui est musulman, a été poussé. Il avait fermé l'établissement. Et c'est quelqu'un qui a assez de poids dans le régime. Donc, le ministre de l'Éducation a eu peur. Mais quand le SG de l'Émet a été saisi, il a appelé le président du conseil, il a appelé l'archevêque, et ils sont descendus sur les champs. Et puis, ils ont dit, bon, c'est le Tchad est laïque, l'école, c'est quelqu'un qui ne veut pas fréquenter l'établissement confessionnel, il peut aller là où il veut. Et ceux qui ont été les instigateurs ont été renvoyés. Alors, l'école a été ouverte. Sinon, le gouverneur de l'Aïe est venu 2 fois, le préfet a refusé. Mais quand les 3 confessions sont descendues, il était obligé de régler. Maintenant, ce qui s'est passé récemment au sud, les musulmans et les chrétiens sont allés ensemble rendre condoléances au sud du pays. Et moi, j'étais aussi à Abéché avec l'évêque, avec le vice-président du conseil islamique. Donc, et je parlais, peut-être que je peux même vous envoyer par WhatsApp quelque part les interventions qu'on a faites. Donc, en fait, maintenant, je crois que je ne peux pas dire à 100%, mais les relations sont à 85% parce que dans le passé, c'était hors de question. Et là, je dis que je suis mis responsable dans un petit projet que le Conseil islamique gère. Et comme je l'ai dit, avec le téléphone, je fais convoquer. S'ils n'ont pas confiance, ils ne vont pas venir. Donc, de ce point de vue, ça n'a rien à voir avec ce qui était passé peut-être 15 ans ou 20 ans avant. Christy?
Yes. So the question that was asked is, what is the situation of the relationship between Muslims and Christians now? Has it improved? Is it worsening? And Reverend Dogos was saying that he feels like it is about 85% good. Yes, there are still challenges, but there are many good things happening. One example that was given is there was a Baptist church in Abeshe, so in the east of the country, that was destroyed, and in response the church didn't turn to the government to try to retaliate, but they went to the church, to EMET, to this umbrella organization, and the response that they were able to give is, this is not Islam, this is terrorism. So recognizing that this violence is not attributable to necessarily, to all Muslims, and they were able to intervene and work through the situation together between Muslims and Christians addressing the situation. Another was with a school situation in Kelo. And I'm sorry that my internet cut out a little bit. I missed some of those details, but there have been several instances where the Ethics, Peace, and Justice Committee and EMET together have been able, along with Muslim leaders, to address situations of conflict and to come at it from both communities of Muslims and Christians and be able to address these conflicts. Kisubi, vous avez une question? Oui, je vous appelle à partir de Kisangani, en République démocratique du Congo. D'abord, je loue les efforts fournis par l'orateur du jour pour essayer de rétablir la relation entre les deux communautés religieuses. Alors, j'avais une préoccupation. Quelles sont les grandes difficultés rencontrées par eux et les mécanismes qu'ils ont mis en place pour pérenniser ce climat de collaboration entre les deux communautés? Est-ce qu'ils peuvent nous donner? Merci. OK. C'est bon? Oui, allez-y. OK. Merci beaucoup. Au début, ça a toujours été difficile. Difficile de deux côtés. Certains musulmans pensent que être dans un atelier avec les chrétiens, ça c'est une manière de les christianiser, de les évangéliser. Et ils croient que ceux qui sont là-bas, ce sont des naïfs. Les chrétiens aussi pensent que aller dans une rencontre avec les musulmans, ça c'est diluer la foi chrétienne. Donc, il y a eu des difficultés de deux côtés. Mais nous avons toujours eu comme stratégie, c'est les gens qui s'opposent qu'on invite aux ateliers. Par exemple, une fois en 2013, on a organisé un atelier à Abeshe pour seulement les jeunes. Mais le Conseil islamique a trouvé que envoyer des jeunes, ce n'est pas normal. Et ils envoient des professeurs d'université, des docteurs, des avocats, des magistrats, des hommes d'affaires. Alors, comme j'organisais, j'ai dit, bon, on a parlé des jeunes, mais ici, le Conseil islamique a envoyé des grands cadres. Alors, je ne sais pas, peut-être leur définition de la jeunesse, je ne sais pas pourquoi, mais à la fin, puisqu'on présentait des choses sans critiquer une religion, mais à la fin, l'imam m'a dit que voilà, ce sont des gens qui s'opposent à nous. Pourquoi? On se retrouve avec des chrétiens et moi, je choisis tous ceux qui s'opposent à cette collaboration que j'ai envoyé à l'atelier. Et ils sont revenus complètement transformés. Et parmi les pasteurs aussi, des gens qui pensent qu'ils sont un peu hostiles, que nous invitons. Et puis, on présente. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, on ne touche pas de domaine de foi. On touche comment nous allons sauvegarder la paix et mentionner l'importance de la paix et les conflits, la guerre n'arrange personne. Et quand on prend 3-4 jours ensemble à la fin, avec un certain nombre de réflexions, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver la solution. Et ensuite, avec le décret 1341 signé par le président, parce qu'il était marqué, alors le président a dit, bon, quelqu'un qui fait des problèmes, même dans sa propre famille, est mon ennemi personnel. Mais quand le président qui dit que tu fais un problème de conflit religieux, tu es son ennemi personnel.
personne ne veut être l'ennemi du président. Donc, c'est comme ça que tout le monde parle de la paix, de la cohabitation pacifique, dialogue interreligieux. C'est devenu à la une. Et c'est un peu ça qui fait qu'on a réussi. C'est-à-dire qu'il y a un peu de persévérance, mais il y a aussi l'appui du gouvernement. Il appuyait politiquement, mais il investissait aussi de l'argent pour organiser, par exemple, la journée du 28 novembre chaque année. L'État donne des sommes énormes pour que vraiment on fait venir le pasteur, les imams, les prêtres un peu partout pour avoir une rencontre ensemble. Lui-même, il arrive à se présenter personnellement. Et je crois que c'était ça, sont des éléments qui nous ont amenés effectivement à mettre le mécanisme et aujourd'hui on collabore librement. Voilà. Donc c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. So just to translate, we have found that bringing Christians and Muslims together, that we've encountered two main difficulties. Is that from the Muslim side, there's this fear: are they going to convert us? Is this about Christianizing us? And then Christians might be opposed to dialogue because out of a fear that we are diluting our faith if we are dialoguing together. But in the Ethics, Peace and Justice Committee, they've been very intentional about inviting those who are the most opposed to this process of dialogue. So if someone is really not understanding or opposing the process, those are specifically the people they want at the table. And they've found that when they do that, they're able to create a new understanding for what it is. And they've been able to show that this isn't about debating particular points of faith or about a religious debate, but this is about finding specific and practical responses for peace building. They've also had a lot of support from the government. So the president has said specifically, if you are the enemy of one of my citizens, you are my personal enemy as well. And so there's an increasing talk about this need for peace building in our population. And one concrete way that there's been some assistance is so there's a National Interfaith Day. It happens every November 28, and they're able to bring together religious leaders from Muslim, Protestant, Catholic communities. And there are resources from the government to help make this day possible. Jide Olagunju a écrit quelque chose en français et en anglais dans le chat. Jide, would you like to lift up some a key point from what you've written there? Well, except that it's really pretty clear. I think it's very important that Dr. Dogo makes us realize that we are not where we were 40 years ago. I'm originally from Nigeria, so I know what he's talking about. So it's very important to recognize progress, to also recognize the people that helped them, and the Mennonites that helped them to begin that progress. And why that is important is that if the Mennonites have been useful in the past, what was the strategy they used? They may still be useful. He's pointed out to us, I think he lives in the country, so Dogo probably is more aware than most of us. He's pointed out to us that these three areas, peace at the level of political actors, peace at the level of pastoralists and agriculturists, and peace among intellectuals. I'm not sure I understand it very well. So it's clearly identified where they need to build on. Why would they need to concentrate on those three areas? Because if we don't strengthen those three areas that are probably suffering, we may not be able to keep benefiting from the progress of the past. Ce que je viens de dire en anglais, c'est que j'ai déjà écrit que l'approche de Dr. Dogo semble offrir une voie à suivre et s'appuie sur les progrès de la paix et exige que nous tirions partir de ces progrès pour atteindre de nouveaux niveaux de paix dans trois domaines et niveaux, spécifiquement au niveau politique, entre les acteurs politiques, deux parmi les pasteurs et les agriculteurs, et trois au niveau des intellectuels. Si nous pouvons construire
un plan d'action autour de ces besoins identifiés par Dogo, nous pouvons faire plus de progrès dans le processus de paix au Tchad. Je suis particulièrement heureux de l'intervention stratégique ménonite à laquelle le docteur Dogo a fait référence comme le point de progrès passé. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Other questions and comments? Autres questions, commentaires? Bon, Peter, je ne sais pas si Révérend Dogo peut répondre à ma préoccupation de savoir quel est l'état de l'Église, la situation de l'Église, l'autorité morale de l'Église et tout ça. Est-ce que l'Église n'est pas aussi affectée par ceci, et ainsi de suite? Allez-y. OK. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il faut d'abord reconnaître que l'Église, d'abord, a été affaiblie, par exemple, par certaines divisions internes. Bon, en fait, l'entente des églises de mission évangélique est constituée de 8 grandes dénominations. Maintenant, dans les 8 dénominations, il y a 3 grandes dénominations. Et dans ces 3 grandes dénominations, une des grandes dénominations a été divisée et jusqu'à aujourd'hui, ça a affecté la vie de l'Église en tant que telle, ce qui fait que la chaleur fraternelle a un tout petit peu diminué. Mais autour de la situation actuelle du pays, à cause de la crise, à cause de l'avenir incertain, par exemple, l'appel à la prière aux jeunes lancé par l'entente a été suivi non seulement par les églises membres de l'entente, mais suivi par l'Alliance des églises pentecôtistes, suivi par les baptistes qui ne sont pas dans l'entente et qui ne sont pas dans l'Alliance. Donc, en fait, l'Église a des problèmes internes, mais face à la crise, l'Église se trouve dans l'obligation d'être unie. C'est comme dit, si vous ne vous unissez pas, vous ne luttez pas, vous allez disparaître. En fait, j'exagère un peu, mais c'est pour dire que voilà un peu la situation. Il y a des divisions internes qui l'ont affaibli, mais face à la situation, l'Église se trouve dans l'obligation de jeûner, de prier et de s'unir. Peter, je n'aimerais pas monopoliser la parole, oui, mais peut-être le dernier mot. Est-ce que je peux traduire? D'abord, excusez-moi. Reverend Dogos was just saying, the question was, what is the current situation of the church? So the church in Chad has been weakened by some internal divisions. EMET, the umbrella organization, is made up of 8 denominations. Of those, there are 3 very large denominations, and one of those has experienced some divisions that have really affected the church. But one of the consequences of the current crisis that we are experiencing as a country is that it has brought Christians back together again. And the work of EMET in responding to this crisis has been supported by denominations outside of EMET itself. And so where there has been division, we are now realizing as a church that in order for us to survive and to thrive as a church, we need to come together. Merci. Vous voulez répondre? Oui. Je voulais tout juste demander au révérend Dogo s'il connaît Passiri de Tirfand au Tchad. Je le connais très bien, Passiri. Bon, je crois que une autre possibilité aussi sera de faire intervenir les Ménonites, comme vous en avez l'expérience par le passé, et essayer aussi de voir d'autres. Par exemple, Tirfond avec Passir, il y a des programmes d'État fragile où ils ont même des programmes d'advocacy, de sorte que une forte mobilisation se fasse autour de ces thèmes et comme ça explorer les différentes possibilités d'accompagner l'Église au Tchad et voir ce qu'on peut faire. Moi, je m'occupe de l'aspect théologique dans Tirfand et nous avons une tâche de réfléchir sur comment traiter de ces questions-là. Je crois qu'il faut en profiter.
Merci, Peter. Oui. Je vous en prie. Christy, tu veux traduire? Yes, so the comment was that looking at, are there other possibilities of resourcing for working towards peace building? Perhaps the Mennonites can bring some things in our brothers' context. In the Congo, there are trainings on, there are resources for those in fragile states, resources towards advocacy as well, a particular individual, Passeri, who has been involved in this kind of work as well. So how can we be tapping into some of those resources, if I understand correctly? Est-ce qu'il y a une dernière question, commentaire? C'est qui sont bien parti d'Exangani. Je voulais intervenir un peu. Oui. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Ouais, je voulais un peu réfléchir avec le pasteur par rapport au décret signé par le président, parce que je posais la question de savoir les stratégies qu'ils envisagent de mettre en place pour pérenniser ces climats de cohabitation. Le pasteur a suggéré ou nous a fait savoir qu'il y a un décret qui fait ressortir une disposition selon laquelle celui qui aura créé un conflit interreligieux, il sera l'ennemi personnel du président. Alors, j'essaie de réfléchir, ça c'est le président actuel qui le dit ainsi, mais si celui qui va venir par la suite n'a pas la même orientation, ce ne serait pas un danger? Est-ce qu'il ne serait pas important que les décrets soient impersonnels et que cela ait une forme générale qui doit s'appliquer à tout celui qui va succéder à ce président? Parce qu'on ne sait jamais, les conflits peuvent toujours rebondir. Il faudra que les barrières ou les garde-fous soient mises pour essayer d'atténuer ces conflits. Voilà un peu ce que j'avais à réfléchir. Et j'adhère à la logique du professeur Follet que l'Église vraiment s'implique pour que sa voix se fasse imposer dans de telles situations, que ce soit du côté des musulmans ou du côté des chrétiens. Merci. So just to translate the question, it was specifically in relationship to this statement that was made by the president that any interfaith conflict, if you start an interfaith conflict in the community, it's against me personally as a president. And the question was how can we make this into something that goes beyond the current leadership, that if the future leadership does not have the same vision, how can we make a decree or a statement that can be last beyond the current leadership? And then he also wanted to just confirm what Professor Follet said of just the importance of looking at the church and how the church can be involved. Merci, on est arrivé à l'heure. Nous sommes très reconnaissants au pasteur Dogo pour partager et à Dr. Lohman aussi qui est parti, mais pour partager leurs idées. Oui, répondre. Oui, non, je voudrais merci beaucoup parce que j'ai mal communiqué. En fait, le décret consacrait le 28 novembre, journée de la paix, de la cohabitation pacifique, des prières et de concorde nationale. Mais quand il a dit quelqu'un qui fait des problèmes, c'est son ennemi personnel dans un discours, ça n'a rien à voir avec le décret. Donc, c'est important de souligner ça. Le décret, c'est la cohabitation, la paix, la culture. Voilà, c'est un peu ça. Mais l'ennemi personnel, ce n'est pas dans le décret. Donc, c'est mieux que vous avez souligné ça, sinon j'aurais mal communiqué. D'accord, merci pour la précision. Christy? Yeah, I just wanted to clarify that when the president made this statement that if you do violence towards someone of another religion, you do it towards me personally, that was part of a speech that was underlining an official
decree that had been passed related to the November 28th day of peaceful cohabitation and interfaith work. So there are ways that this sentiment that was expressed in the speech have been institutionalized to make sure that it is continued in the future. Donc, merci beaucoup au pasteur Dogo et au Dr. Lohman pour partager leurs idées, leurs expériences, leurs espoirs pour le pays de Tchad. Et nous sommes tous ensemble avec, dans la prière et dans les espoirs pour le Tchad et pour nos frères et sœurs là-bas. Je voudrais demander à Pasteur Siaka Traoré d'offrir une prière de clôture. Pasteur Siaka. Oh. Siaka, êtes-vous là? D'accord. D'accord, donc je vais, I'm going to ask Reverend Patrick Obonde, would you pray for us in closing, please? You are still muted. Yeah. Thank you, Peter. Maybe I'll just first say that how grateful I am, my gratitude to all of us who have been able to be in this space. And I can see Pastor Siaka has just checked in again. We could have a prayer from both of you, if you please. First, you in English, and then Pastor Siaka en français. Thank you again. Yeah. Thank you. So as I was saying, I am grateful that we have been able to be in this space. And I would like to affirm that some of the issues that have emerged, the testimonies of what has happened and what is going on, the question of how can we use this space to respond to the sustaining the good things that have happened and continue to happen, and how do we mobilize and engage the available resources within this space. And I think those highlights are important in terms of the anatomy of the violence. It has also come through that there's a common thread, which is not just about the religion, but there are issues of resources. There are issues that need to be researched and be published as critical to edifying this conversation. I want to say that moving forward, I believe this is the first of what is to happen in terms of bringing the African voices together in this conversation and being able to find practical solutions. Peace Africa is determined to do that. And feel free again to continue the engagement. May I pray? Yes, please. Father Lord, we want to thank you for this opportunity that you have availed this day. We have been looking forward and praying that a day will come when we share our stories. Today, I want to thank you for bringing together many practitioners, many of your followers, to testify of that which is going on, the challenges and the celebrated responses to those challenges. And I want to pray that Jehovah, you will continue to affirm each one of us in a special way, enable each one of us in this position of leadership to create awareness, not only within ourselves, but also
within the bodies that we lead. I pray for your special presence, that we will be found delivering justice and using those ways that you've taught us. I pray specifically that God, this that is happening in Chad, the solutions will come, because when we abide in you, we have answers. As we move forward, we pray that you will enable each one of us to continue on the path that you have lit for us. May we walk it in confidence, knowing that where you are, solutions are bound. Thank you. Thank you for your promises, and thank you for your holy presence. I prayed, trusting and believing in your holy name, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Yes, Reverend Siaka, would you pray for us, please? Il est parti encore. On va dire Amen. Thank you so much for all who have attended and participated. Merci tout le monde qui a participé, qui se joint à ces conversations. Et on va continuer la conversation entre nous. Mais j'espère que ça sera en séance de Peace Africa. Patrick Obonde and Reverend Siaka Traore will continue to give leadership to more conversations like this with Peace Africa. So along with the Center of Formation and Justice and Peace, we continue to work together, recognizing God's reign coming in our lives, in our different contexts. May the peace of Christ be with you all, and the Holy Spirit be present in your life. Amen. Amen. Merci, Peter. Oui. Merci. Merci. Amen. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Dogo. Voilà, merci aussi à vous. Vraiment, on est content. Merci. Merci, Frère Dogo. Ouais, merci beaucoup.